Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors, on me dit qu'on m'entend bien. Bah, écoutez, bienvenue dans ce webinaire de début d'année. On est encore en début d'année, du mois de janvier pour vous parler bien sûr de l'actualité paye. On va essayer de décrypter effectivement les nouvelles règles, applicables, en ce début du mois de janvier. Alors, je me présente tout d'abord, hein, je suis David Verhagen, je suis, chef de produit pour le logiciel 123 Paye. Dans le cadre de ces fonctions, bah, je suis chargé de piloter les évolutions de ce logiciel qui fait partie de la suite logicielle de Kelio. Donc évolution à la fois sur le plan légal et puis amélioration du produit de ce logiciel de paye. Je vais vous parler rapidement de notre société, la société Kelio. Donc on est effectivement un éditeur de référence sur le marché à la fois de la gestion des RH, mais aussi de la paye et de la sécurité. Donc on a vraiment une solution globale à proposer sur le marché de la gestion des RH. Ça se décline en pas mal de fonctionnalités offertes, hein. On vous propose un module de recrutement, la sécurisation de votre recrutement, la centralisation de vos données administratives sur une seule fiche salarié commune. Vous avez ensuite des fonctionnalités pour organiser votre travail, et notamment celui de vos managers. Vous pouvez gérer les talents avec tout ce qui est planification, notamment du plan de formation, des entretiens, individuels. Vous avez aussi des fonctionnalités pour fidéliser vos collaborateurs, pour préparer vos payes et gérer les frais et ensuite de sécuriser l'environnement de vos collaborateurs. Ça, ce sont l'ensemble des fonctionnalités qu'on vous offre, via notre suite logicielle de Kelio. Alors, venons-en maintenant au sujet de notre webinaire. Que va-t-on voir? Je vous propose quatre grandes parties. On va parler des paramètres paye qui s'appliquent à compter de janvier 2025. On fera ensuite un petit focus sur une nouvelle obligation, hein, le partage de la valeur pour les entreprises de moins de 50 salariés. Actualité aussi de ce début d'année, bah, c'est les évolutions de la DSN, hein, qui changent chaque année. Et enfin, l'inévitable catégorie divers avec diverses actualités en matière de paye. Alors, le programme étant chargé, bah, je vous propose qu'on entame tout de suite par les paramètres paye de 2025. Alors, paramètres paye 2025, effectivement, chaque année, il y a pas mal de choses qui changent au 1er janvier 2025 avec des valeurs qui sont prévues d'être mis à jour annuellement. On a tout de même une petite particularité cette année, hein, c'est que, comme vous n'êtes pas sans le savoir, le gouvernement a été censuré, le gouvernement Barnier, ce qui a empêché la publication de la loi de financement de sécurité sociale et de la loi de finances. Et ces deux lois sont vraiment très importantes parce qu'elles déterminent pas mal de paramètres pour la paie qui est normalement applicable au 1er janvier 2025. Donc on est vraiment dans une configuration un peu nouvelle cette année, dans la mesure où des chiffres qu'on attendait en début d'année ne sont pas parus et je vais avoir l'occasion d'y revenir dans le cadre des différents paramètres qu'on va décliner ici dans les slides qui suivent. On commence avec le SMIC au 1er janvier 2025. Là, vous l'aviez tous noté, hein, le SMIC a été revalorisé par anticipation au 1er novembre 2024. Il n'y avait pas d'obligation pour le gouvernement de le revaloriser au 1er novembre, mais il a été décidé politiquement de le faire. Et de ce fait, mais il n'y a pas la revalorisation qui devait intervenir au 1er janvier, hein, puisqu'elle a déjà été appliquée par anticipation. Donc on reste avec les mêmes valeurs de SMIC au 1er, que celle applicable au 1er novembre 2024. Il n'y a pas de changement à ce titre-là. Donc, avec principalement, donc, vous voyez le SMIC horaire brut à 11,88 €. Vous avez également les autres valeurs correspondant à ce nouveau taux du SMIC qui se décline dans le tableau qui vous est fourni et qui est également disponible dans le support qu'on mettra qui est à votre disposition sur l'application Webikeo. Alors, quand il y a une augmentation du SMIC, ça se répercute sur un certain nombre de règles en matière de paye. Alors, notamment,
on a des rémunérations qui sont indexées, sur le SMIC. C'est notamment le cas des contrats d'apprentissage. Les contrats d'apprentissage, vous avez ici le barème qui s'affiche, donc pas de révolution dans les taux de rémunération des contrats d'apprentissage. On est toujours sur les mêmes valeurs, simplement, mécaniquement, avec l'augmentation du SMIC qui est intervenue au 1er novembre 2024, les valeurs ont été réévaluées. Mais encore une fois, ici, on n'est pas, il n'y a pas de changement à proprement parler au 1er janvier 2025. Tous ces changements ont été répercutés déjà depuis le 1er novembre 2024. On a le même mécanisme pour l'autre catégorie de contrats en alternance, ce sont les contrats de professionnalisation, avec donc voilà, la même notion d'indexation sur le montant du SMIC. À noter également que dans certains cas, ce barème est aussi indexé sur le SMC. Alors le SMC, c'est le salaire minimum conventionnel, hein, au-delà d'un certain âge, par exemple pour les contrats de professionnalisation. Vous voyez, suivant l'étoile qui est indiquée dans le tableau, lorsqu'ils ont plus de 26 ans, on est sur un barème soit de 100% du SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel si celui-ci est plus favorable. On parle maintenant du plafond de la sécurité sociale. Là aussi, c'est un paramètre très important pour les payes parce que ça conditionne pas mal de valeurs indirectement, en fait. Donc, ce plafond, bon, bah, il sert en premier lieu, effectivement, à déterminer les limites de cotisation, à la fois pour certaines cotisations de sécurité sociale, mais aussi pour la retraite complémentaire, pour les cotisations de prévoyance également. Ça peut servir de référence. Et donc, ce plafond a été revalorisé, lui, par contre, au 1er janvier 2025. Vous avez ici la nouvelle valeur qui s'affiche, hein. Sur l'année, ça fait 47 100 euros et sur le mois, on est à 3 925 euros. Alors, une des conséquences directes de cette réévaluation du plafond de sécurité sociale, c'est que ça peut avoir un impact sur la gratification obligatoire des stagiaires. Vous savez au-delà de 3 mois, notamment d'emploi des stagiaires, il y a une gratification obligatoire qui est à leur verser avec un montant minimal qui est égal à un pourcentage du plafond horaire, 15% de mémoire. Et donc, ce plafond, en fait, reste au 1er janvier 2025 à 4,35 € brut par heure de stage. Il n'y a pas de réévaluation de ce montant alors que le plafond de sécurité sociale a été revalorisé. La raison est simple, c'est que le plafond a été revalorisé, mais pas le plafond horaire. Donc, vous l'avez dans le tableau. Ici, la valeur horaire est toujours par des jeux d'arrondis, comme l'augmentation n'a pas été très importante, et bien, le plafond horaire reste identique. Et de ce fait, la gratification des stagiaires qui dépend d'un pourcentage du plafond horaire reste identique à compter du 1er janvier 2025. Donc, vous n'avez pas de changement à faire pour si vous avez des stagiaires actuellement dans la gratification que vous leur versez. Euh, on peut parler aussi des IJSS au 1er janvier, hein, c'est pareil, là nous avons donc des limites qui sont applicables et qui dépendent notamment soit du SMIC, soit du plafond mensuel de la sécurité sociale. Alors si on prend le cas des IJSS maladie, le plafond du salaire enfin le plafond de salaire pris en compte maximum pour prendre en compte les IJSS pour la maladie est de 1,8 SMIC. Au-delà, les IJ ne sont pas calculés au-delà de ce montant-là. Donc, comme le SMIC a été réévalué alors, au 1er novembre 2024, eh bien, cette limite a été augmentée mécaniquement depuis le 1er novembre 2024. Pour les IJSS maternité, bah, c'est une limite en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale. Et c'est la même chose pour les IJSS accidents du travail. Il y a par ailleurs des limites en termes d'IJSS brut maximal que vous pouvez visualiser ici dans le tableau qui s'affiche, hein. Je vous énumère pas les nouvelles valeurs, mais encore une fois, vous les avez dans le support qu'on va vous fournir, enfin, qui est d'ores et déjà disponible sur l'application. On peut parler maintenant du versement mobilité, qui est effectivement la cotisation versement mobilité qui évolue potentiellement
chaque année au 1er janvier. C'est-à-dire que, il est prévu dans la réglementation que, les autorités qui définissent le taux de versement de mobilité, donc ça c'est zone par zone, hein, sont habilités à le faire soit au 1er janvier, soit au 1er juillet. L'idée, c'est que, ça ne bouge pas à tout moment de l'année, hein, et que les entreprises puissent se repérer à des échéances fixes et déterminer si oui ou non elles sont concernées. Alors quand il y a une évolution du versement de mobilité, et c'est le cas ici puisqu'on va avoir, au 1er janvier 27 zones de mobilité, qui connaissent des évolutions. Ces évolutions, elles peuvent être de 3 types. Soit c'est le taux de versement de mobilité, à régler par les entreprises qui évoluent. Soit ça va correspondre à la création d'une nouvelle zone de versement de mobilité. Vous étiez dans une zone où il n'y avait pas cette cotisation qui était applicable et elle le devient, en raison d'une nouvelle règle qui a été dictée pour cette zone-là. Ou bien ça peut encore correspondre à il y a une zone de mobilité qui existe, mais votre établissement était dans une commune, qui était juste à côté de cette zone et il y a eu une extension du périmètre, géographique de cette zone et vous êtes maintenant inclus dans le périmètre de cette zone qui existait auparavant. Alors, si vous êtes dans une de ces zones concernées, et bien, si vous voulez déterminer vérifier quel est votre taux de versement de mobilité, vous avez sur le site de l'Urssaf une page internet dédiée qui vous permet, à partir de votre code commune, saisir votre code commune et en fonction de ça, vous déterminez si oui ou non vous êtes assujetti au versement de mobilité. En ce qui concerne les changements justement au 1er janvier 2025, je l'ai dit, c'est dans 27 autorités organisatrices de mobilité, cela a évolué. Là, je vous affiche l'ensemble des zones concernées, soit par un changement de taux, soit par une nouvelle zone qui serait maintenant applicable, soit par une extension de périmètre. Donc si en fonction de ça, vous estimez que vous êtes potentiellement dans l'une de ces zones, si par exemple vous êtes, du côté d'Arras, eh bien, vous voyez, il y a un changement dans la communauté urbaine d'Arras. Donc là, je vous invite effectivement à aller vérifier sur le site de l'Urssaf que, si votre taux de versement de mobilité, a évolué. On va parler maintenant le taux de cotisation accident de travail. Alors, tout à l'heure, je disais, hein, il y a pas d'évolution des taux au 1er janvier 2025, bah, justement en raison de la censure de la loi de financement de sécurité sociale. Normalement, les taux accident de travail auraient dû évoluer à partir du 1er janvier 2025. Ce n'est pas le cas. 1re conséquence donc de cette censure, de la loi de financement de sécurité sociale. Donc il est probable, hein, qu'une loi quand même va intervenir, dans le courant de l'année 2025. À ce jour, en fonction de la réglementation, il faut savoir que si, effectivement, il y a de nouveaux taux de cotisation AT qui sont publiés dans le courant de l'année 2025, en tout état de cause, ils ne prendront effet que le 1er jour du trimestre civil qui suivra cette publication. Donc admettons que, la loi de financement de sécurité sociale prennent effet le 1er mars 2025. Ça ne s'appliquera donc pas ce taux de cotisation, dès le 1er mars, mais le 1er jour du trimestre civil qui suit le 1er mars, c'est-à-dire le 1er avril. Pour ce qui est des cotisations d'assurance chômage, on a là un petit peu d'évolution quand même. Alors la cotisation AGS, hein, c'est la cotisation qui permet de financer, les salaires, c'est une assurance sur les salaires en cas de faillite d'entreprise, hein, dans le cas où l'employeur n'est plus à même de régler les salaires pour les salariés, eh bien il y a cette, assurance, qui intervient. Là, le taux, pour l'instant, reste fixé à 0,25 au 1er janvier 2025. On aurait pu imaginer qu'il y avait une évolution parce que c'est vrai qu'en ce moment, étant donné le contexte économique un peu morose, bah, les défaillances d'entreprises, augmentent beaucoup. Donc il est possible, qu'on ait une évolution en cours d'année. Toujours est-il qu'au 1er janvier 2025, on n'a pas d'évolution à ce titre. En revanche, on a quelque chose,
Là aussi, qui intervient un peu à contre-courant du contexte, actuel, économique actuel, mais il faut savoir qu'il est programmé une diminution de la cotisation patronale d'assurance chômage au 1er mai 2025, avec un taux qui passera donc de 4,05 à 4. Donc une diminution, modeste, mais tout de même, on va dire relativement, surprenante compte tenu du contexte économique, hein. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, hein, je répète, c'est à partir du 1er mai 2025, mais c'est d'ores et déjà programmé. Un petit point aussi sur le dispositif de bonus-malus. Alors, comme je l'indiquais sur le slide, hein, c'est pas applicable à tout le monde, ce dispositif de bonus-malus, hein. C'est applicable à certains secteurs d'activité qui ont des recours, plus que d'autres à des contrats à durée, déterminée, et qui ont des taux, importants effectivement de non-reconduction de ces contrats à durée indéterminée en CDI. Pour ceux-ci, en fait, on reste, donc par exemple, les secteurs concernés, ça peut être, l'hébergement et la restauration, le transport, le travail du bois. Voilà, quelques secteurs, hein, il y a 6-7 secteurs qui sont concernés par ce bonus-malus, mais pour ces entreprises, là, c'est un facteur important à prendre en compte. Donc 2 informations au titre de ce bonus-malus. 1, les règles de fonctionnement, continuent telles qu'elles sont fixées actuellement, continuent jusqu'au 31 août 2025. Il y a des dispositions qui ont été prises. Normalement, ça devait s'arrêter au 31 décembre. Enfin, il y avait une incertitude et donc là, c'est bien prolongé au-delà du 31 décembre 2024 et jusqu'au 31 août 2025. Ensuite, il y aura peut-être des nouvelles règles au-delà de ce seuil. Et puis, conséquence du taux de diminution de la cotisation patronale de l'assurance chômage qu'on vient d'évoquer, eh bien, le taux de bonus-malus, qui est donc une réduction du taux, normalement, soit maximum, soit minimum applicable, en matière d'assurance chômage, bah, ce taux, lui aussi, mécaniquement, diminue de 0,05 à compter du 1er mai, 2025. Donc si vous êtes concerné par ce bonus-malus, que vous avez eu des taux qui vous ont été notifiés, là aussi, à partir du 1er mai, il faudra, vous aurez une diminution de ce taux de bonus-malus, qui vous est actuellement applicable. On va parler maintenant des allègements, généraux de cotisation. Alors ça, ce sont effectivement des paramètres importants en matière de paye, hein, tous les gestionnaires de paye le savent, ce sont des formules de calcul, un peu complexes et lourdes de conséquences, en cas d'erreur, parce qu'il y a quand même des gros enjeux financiers attachés à ces allègements, de cotisation. Heu, Parlons tout d'abord de la réduction générale de cotisation, hein, la RGC, autrefois appelée réduction, Fillon. Heu, on n'a pas d'évolution, de la formule de calcul. Alors il était prévu, hein, on l'avait évoqué, au cours de précédents webinaires, que cette, formule de calcul, évolue, le gouvernement avait l'intention de la réformer et notamment de raboter un peu les avantages de cette réduction générale. Bah, comme, la loi de financement de sécurité sociale a été, censurée, eh bien, il n'y a pas finalement d'évolution à ce titre-là. On attend le projet du nouveau gouvernement pour voir si effectivement ils vont quand même, finalement la modifier et est-ce que ça va avoir un effet rétroactif ou pas? Pour l'instant, on est encore dans le flou sur ce sujet-là, donc voilà. Toujours est-il qu'actuellement, au 1er janvier 2025, il n'y aura pas d'évolution de la formule de calcul et c'est notamment en plus le cas pour, un paramètre de calcul de cette réduction générale qui est le paramètre T. Paramètre T, alors c'est le total des cotisations qui est pris en compte pour déterminer le coefficient de réduction. Normalement, chaque année, mécaniquement. Il évolue mécaniquement, parce que déjà le taux AT, standard, évolue aussi au 1er janvier 2025. Là, cette année, exceptionnellement, on l'a évoqué, il n'y a pas de nouveau taux AT, donc le taux qui est pris en charge, taux AT qui est pris en charge dans le cadre de ce paramètre T, bah, ne change pas également. Heu, il faut donc s'attendre à un changement de ce paramètre en cours d'année. Alors d'une part, parce qu'il y aura la publication de ces nouveaux taux AT, le 1er jour du trimestre civil qui suivra leur publication
et aussi parce que, on vient de l'évoquer également, il va y avoir une diminution de la cotisation patronale d'assurance chômage et donc, comme on l'a dit, comme c'est le total des taux de cotisation qui est pris en compte, forcément, ce total va être affecté par la diminution de cette cotisation patronale d'assurance chômage. Donc, pas d'évolution au 1er janvier 2025, mais des évolutions à prévoir, dans les mois à venir, soit en raison du projet du gouvernement, soit, compte tenu des nouveaux taux AT et de, la diminution de la cotisation patronale d'assurance chômage. Des autres allègements qui ont été mis en place, ces dernières années, hein, notamment il y a un allègement maintenant, vous le savez, sur la cotisation patronale d'assurance, maladie au-delà de 2 pour les rémunérations, qui vont jusqu'à 2,5 SMIC et pour et une réduction sur cotisation patronale d'allocation familiale pour les rémunérations, jusqu'à 3,5 SMIC. Là aussi, la loi avait prévu, des évolutions de la formule de calcul. Eh bien, on est dans la même situation, censure du gouvernement, donc pas d'évolution de la formule de calcul, finalement, à ce jour, pour le moment. Et puis, une évolution qui avait eu lieu l'année dernière, hein, c'est que je vous ai parlé donc de seuils limites au-delà desquels cette exonération ne joue plus, qui est indexée donc soit sur 2,5 SMIC ou 3,5 SMIC. Selon le type de réduction. Attention, ces limites de 2,5 et 3,5 SMIC, c'est par rapport au SMIC au 31 décembre 2023 et non pas, celui, applicable, actuellement, qui a été revalorisé au 1er novembre 2024. C'est une réforme qui avait été prise un peu pour, limiter voilà les avantages liés à ce type de réduction. Donc pour l'instant, la valeur de référence reste, celle du 31 décembre 2023. Dans les éléments qui changent régulièrement en janvier de chaque année, eh bien, on a les barèmes sur frais professionnels. Alors là, il y a une évolution, hein, on n'est pas, il n'y a pas eu d'incidence de la censure de la loi de financement de sécurité sociale parce que ça, ce sont des valeurs qui sont, réévaluées par arrêté, c'est-à-dire par décision du gouvernement indépendamment d'une loi, en fait, hein. Donc il y a différents types de frais professionnels. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail de chacun de ces types de frais professionnels, hein. Vous voyez qu'il s'affiche ici, on a, les frais de restauration dont les limites, ont évolué avec les différentes situations, hein. Ça peut être des frais, soit quand on est contraint de se nourrir sur le lieu de travail ou bien en dehors des locaux de l'entreprise sans toutefois être obligé de manger au restaurant ou bien quand on est contraint de manger au restaurant. Vous voyez que les limites sont différentes. On a pour les entreprises qui allouent des titres restaurants aussi une évolution de, la limite, d'exonération. Le maximum qu'un employeur peut prendre en charge, c'est 7,26 € et comme il ne peut prendre en charge au maximum 50 entre 50 et 60 de la valeur totale, du titre restaurant, mécaniquement également, la limite maximale, de ce titre restaurant, compte tenu de ces limites-là, est soit fixée entre 12,10 € et 14,52 € suivant le taux de prise en charge par l'employeur. On parle maintenant donc toujours dans les frais professionnels, je le disais, vous avez, des indemnités, de petits comme on disait, petits déplacements, donc principalement ça va être, les pour les repas. On peut aussi avoir des indemnités de grands déplacements, hein, lorsqu'on est amené à se déplacer, plusieurs jours. Là, vous allez avoir, des frais, des limites d'exonération, qui vont être, fixées, par type de dépenses engagées et par, durée, de déplacement, hein. Vous voyez qu'on a un tableau ici, qui reprend en première colonne la durée du déplacement et ensuite le type de frais et ensuite aussi également, la zone géographique dans lequel a lieu ce déplacement, hein. Donc vous avez ici des limites, d'exonération. Alors petite précision, hein, ce sont les limites d'exonération pour les allocations forfaitaires. C'est-à-dire que si, vous ne justifiez pas de la réalité, des dépenses, engagées, vous pouvez allouer ces allocations dans cette limite-là. Au-delà de cette limite, vous devrez, soumettre le montant à cotisation. Donc par exemple,
Pour un repas, si vous payez une allocation forfaitaire de 25 €, au, 25 € au titre du repas, eh bien, vous dépassez la limite de 21,10 € et donc la différence entre 25 € et 21,10 € devra être réintégrée dans les cotisations sociales. Alors ça, c'est dans le cas où vous versez une allocation forfaitaire, hein. Alors je rappelle quand même que quand on est en présence d'allocation forfaitaire, il faut quand même justifier non pas de la réalité de la dépense, mais la réalité de la situation de déplacement professionnel. Donc il faut prouver quand même que votre salarié était en déplacement professionnel. Après si, vous remboursez les frais au réel, c'est-à-dire sur présentation de justificatif, vous pouvez, dépasser, ces limites. Il faudra dans ce cas-là présenter, au contrôleur URSSAF, dans votre entrepôt qui viendrait en cas de contrôle, justifier, les frais que vous avez, réellement remboursés à votre salarié, donc sur note de frais, des différents, prestataires. Donc en l'occurrence pour un repas par exemple, ça va être un une facture du repas émise par le restaurateur. On a aussi une autre catégorie, ce sont les frais de mobilité professionnelle. Alors les frais de mobilité professionnelle, hein, c'est pour compenser, ce sont des frais par nature, provisoires, c'est pour compenser, le salarié qui est amené, à changer de lieu de travail, il est muté, sur un autre lieu de travail. Eh bien, vous avez un certain nombre de dépenses qui sont prises en charge, et dont les montants, de prise en charge évoluent, chaque année, hein. Vous avez ici, dans ce tableau, les différents types de dépenses prises en charge. On peut parler également des frais de télétravail. Les frais de télétravail, donc pour vos salariés si vous décidez d'indemniser, les frais de télétravail pour ceux qui en bénéficient, eh bien, vous avez 2 modalités d'indemnisation. Vous avez un montant mensuel pour chaque journée hebdomadaire de télétravail. Donc, si votre salarié est habituellement, à raison d'un jour par mois, d'un jour par semaine, pardon, en télétravail, vous pouvez lui verser un montant de 10,90 € par mois. S'il est 2 jours, par semaine en télétravail, ben, on verserait 2 fois, vous pourrez verser jusqu'à 2 fois 10,90 €. Sinon, vous avez une autre méthode, c'est à la journée, d'indemnisation. Donc cette méthode, bah, là, vous voyez, c'est 2,70 € par jour avec une limite maximale au mois de 59,40 €. Les frais NTIC, donc NTIC, c'est Nouvelles Technologies de l'information et de la communication. Lorsque, vos salariés, engagent des frais parce qu'ils utilisent du matériel qui leur est personnel, dans le cadre de leur activité, professionnelle, eh bien, là aussi, vous avez possibilité de prendre en charge, ces frais, soit au réel, sur présentation du justificatif, soit de manière forfaitaire et dans ce cas-là, la limite d'exonération est fixée à 54,50 €. Un point aussi sur le forfait mobilité durable. Alors le forfait mobilité durable, hein, vous savez, c'est un forfait qui vise à couvrir, les déplacements qui, sont on dit en mobilité douce, de type, notamment, déplacement à vélo, véhicule, ou par exemple aussi en covoiturage, donc tout ce qui est, s'inscrit dans une démarche, écologique, je dirais. Vous avez un certain nombre de frais comme ça qui sont énumérés par les textes et avec la possibilité pour l'employeur de, subventionner, les salariés, qui, s'investissent dans ce type de déplacement. Donc vous avez des forfaits, ici, mobilité durable, qui sont définis. Alors, tout premièrement, c'est une limite annuelle, hein, je le précise, je ne l'ai pas mis dans le slide, mais c'est bien une limite annuelle d'exonération, qui est de 600 € par an pour, un salarié qui justifierait de ce mode de déplacement. Vous avez des possibilités aussi de cumuler, cette modalité d'indemnisation, avec la prise en charge d'un abonnement de transport public. On peut imaginer un salarié qui utilise simultanément ces 2 types de déplacements et dans ce cas-là, la limite d'exonération, elle est de 900 € au total, en combinant les 2. Et enfin, pour, le cumul du forfait immobilité durable avec la prise en charge aussi de frais de carburant, hein, c'est aussi une possibilité qui est donnée. Là, on est sur un cumul de
600 € au total, dont 300 € au seul titre des frais de carburant. Donc voilà, je vous invite quand même à vérifier tous les différentes conditions. Là, c'était un peu un résumé de la réglementation applicable. Vérifiez qu'effectivement vous êtes bien dans les conditions pour pouvoir prétendre, à une indemnisation qui ne serait pas considérée comme un avantage en nature. Alors chaque année aussi, les barèmes pour l'évaluation des avantages en nature qui sont, octroyés aux salariés sont également, réévalués. Donc si un employeur, votre employeur, enfin l'employeur fournit, les repas aux salariés, on a une évaluation, forfaitaire qui est de 5,45 € par repas désormais à compter du 1er janvier 2025 et de 10,90 €, à la journée, donc potentiellement effectivement s'il y a 2 repas. À noter, une particularité qui existe depuis fort longtemps, hein, dans le secteur des HCR. L'avantage en nature, il est, avec une valeur différente, il est seulement de 4,22 € par repas vu que le coût, on va dire, est moins élevé, il y a une règle un peu particulière dans ce domaine-là. Pour, évaluer, l'avantage en nature lorsqu'un employeur fournit un logement à son salarié, vous avez deux méthodes, qui sont en vigueur. Soit la méthode de l'évaluation réelle, hein, vous avez dans la réglementation des règles qui vous permettent de déterminer, hem, quel est le montant de cette évaluation si vous la faites au réel. Ou alors vous avez la méthode forfaitaire qui va dépendre, de 2 paramètres, à la fois la rémunération du salarié, mais appréciée mensuellement, et le nombre de pièces, qui correspondent au logement que vous avez, fourni à votre salarié. Un petit focus sur, les avantages en nature, pour les véhicules électriques et les bornes, de recharge. On a effectivement toujours dans le cadre de la politique, écologique, pour réduire les émissions de carbone, une des incitations, dans ce domaine-là. Il y a un régime de faveur qui existe, heu, avec différentes mesures. On peut parler notamment pour, ceux qui ont un avantage en nature, avec un véhicule électrique. Eh bien, on est sur une évaluation qui est différente, qui est plus avantageuse, qui va être moins coûteuse à la fois pour le salarié et l'entreprise, puisque d'une part, on ne va pas tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule, ce qui ne sera pas le cas pour un véhicule, avec un carburant classique. Et puis d'autre part, il y a un abattement de 50 sur l'évaluation de l'avantage en nature, et cet abattement, est tout de même plafonné à 2 030 € par an en 2025. Mais donc on a quand même, des règles plus favorables dans ce domaine-là. C'est pareil, vous avez des avantages en nature si enfin des règles plus favorables s'il y a une borne de recharge électrique qui est mise à disposition par l'employeur. Là, il n'y a pas pour l'instant d'avantages en nature, si votre salarié vient avec sa voiture électrique et qu'il recharge ça à l'entreprise, pour l'instant, heu, il n'y a pas de prise en charge, enfin, il n'y a pas d'évaluation d'avantages en nature. Après voilà, on a aussi des particularités, sur les bornes de recharge électrique. Je passe, très vite, vous aurez l'occasion de lire un petit peu, mais il y a aussi des règles plus favorables, dans ce cadre-là que ce qui devrait être appliqué, si on appliquait la législation, normale. Un paramètre qui change aussi, chaque année, enfin régulièrement, hein, en fonction du notamment c'est un peu dépendant de l'inflation. L'inflation s'est un peu réduite, depuis quelque temps, mais néanmoins il y a quand même une inflation cette année. Donc, il y a un nouveau barème pour la saisie, sur, les rémunérations, hein. Vous savez que quand, un employeur, suite à une décision de justice ou bien suite à une notification notamment des impôts, on peut, lui demander de prélever sur la rémunération de son salarié, heu, un montant, pour rembourser la dette, du salarié. Et donc dans ce cas-là, c'est l'employeur qui s'acquitte ensuite de sa dette auprès de la justice ou des impôts. Et donc vous avez un barème quand même qui vient limiter,
le montant qui peut être prélevé, et ce barème dépend donc du niveau de rémunération du salarié, avec un système de tranches qui fait que plus on a un salaire élevé, plus on franchit certaines tranches, et ben on est de plus en plus prélevé sur ce montant-là, tout en laissant bien sûr un minimum vital aux salariés. Donc là, vous avez ce barème. Il est précisé aussi que ce barème, on tient compte aussi du nombre de personnes à charge, donc il y a une majoration par personne à charge lorsque c'est le cas. Le prélèvement à la source en 2025, donc normalement au 1er janvier, pour ceux qui bénéficient d'un taux personnalisé, c'est-à-dire qui ont choisi d'appliquer qui ont demandé enfin, qui se font appliquer le taux prévu par l'administration fiscale, qui leur a été notifié par l'administration fiscale, il n'y a pas de changement au 1er janvier. En revanche, pour ceux qui, pour des raisons de confidentialité, ne souhaitent pas se voir appliquer un taux personnalisé, ou bien parce que récemment embauché dans l'entreprise, il n'y a pas encore eu l'information communiquée à l'employeur du taux personnalisé applicable, eh bien, il y a un barème de taux neutre qui existe en fonction du niveau de rémunération des salariés. Vous avez un pourcentage qui va être croissant de prélèvement à la source en fonction de la rémunération du salarié. Chaque année, normalement, ce barème des taux neutres, il est réévalué. Là encore, même cause, mêmes effets, censure du gouvernement, pas de loi de finances au 1er janvier 2025, donc pas de réévaluation de ce barème des taux neutres. Donc il y aura, pareil, certainement dans le courant de l'année, 2 nouvelles grilles qui entreront en vigueur et dont il faudra prendre en compte ça en paye au moment de la promulgation de la loi de finances. Voilà, sachant qu'effectivement, comme je l'ai mentionné sur les slides, vous avez l'employeur, il a 2 mois pour appliquer les nouveaux taux neutres de prélèvement à la source, pour les prendre en compte à partir du moment où il en a eu l'information. Voilà, pour ce qui est l'ensemble des paramètres, la plupart des paramètres de paye, je n'ai pas donné l'ensemble des mesures, mais là, vous avez quand même un panorama assez complet des mesures applicables qui soit ont évolué, soit n'ont pas évolué. On va passer maintenant sur une nouveauté qui concerne une nouvelle obligation, notamment, c'est le dispositif de partage de la valeur. Il y a des règles qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et on va faire notamment un focus pour la situation des entreprises de moins de 50 salariés, voir dans quelle mesure elles sont affectées par cette nouvelle obligation de partage de la valeur. Donc, effectivement, on a une nouvelle obligation c'est dans le cadre d'un dispositif pour l'instant temporaire qui est valable normalement jusqu'au 29 novembre 2028. Est-ce qu'ensuite il sera reconduit ou pas? On est dans le cadre de l'expérimentation et donc on verra au-delà de ce seuil. Quelles sont les entreprises concernées par ce nouveau dispositif? Eh bien, ça va concerner donc les employeurs de 11 salariés et plus, et qui ne sont pas tenus de mettre en place la participation au résultat. La participation au résultat, vous savez, c'est normalement quelque chose qui est applicable aux entreprises de plus de 50 salariés. Donc, effectivement, comme je l'ai indiqué, ça va donc concerner au premier chef les entreprises de 11 à 50 salariés, qui ne sont donc pas tenus de mettre en place la participation au résultat puisqu'ils n'atteignent pas ce seuil de 50 salariés, et qui, de plus, n'appartiennent pas à une unité économique et sociale de plus de 50 salariés. L'unité économique et sociale, c'est une notion qui permet, dans certains cas, de considérer que même si l'entreprise est dispersée sur plusieurs sociétés, compte tenu d'une même direction économique, d'une même mode de gestion des ressources humaines, les juges peuvent considérer qu'il y a une unité économique et sociale qui fait qu'on est astreint à des obligations en matière de participation au résultat, mais aussi en matière de représentation du personnel. Donc c'est pour ça que j'ai précisé qu'il ne faut pas appartenir à une unité économique et sociale, sinon effectivement on va être tenu de mettre en place la participation au résultat. Donc, premier cas majoritaire, c'est les entreprises de 11 à 50 salariés. Deuxième cas, les entreprises de plus de 50 salariés
Alors, normalement, elles sont assujetties à la participation au résultat, mais comme vous le savez, il y a des systèmes de franchissement. En cas de franchissement de seuil d'effectif, on peut rester exonéré d'une nouvelle obligation si on n'a pas, si on a franchi ce seuil d'effectif depuis moins de 5 ans. Donc, si vous êtes dans le cas d'une entreprise qui a franchi le seuil de plus de 50, mais depuis moins de 5 ans, vous n'êtes pas encore assujetti à la participation au résultat. Et de ce fait, vous allez être assujetti à cette nouvelle obligation de partage de la valeur. Autre question qui pouvait poser, c'est les entreprises qui franchissent le seuil de 11 salariés, est-ce qu'elles bénéficient d'un délai d'adaptation ou est-ce que dès lors que elles ont franchi ce seuil de 11 salariés, ben, elles sont automatiquement assujetties à cette nouvelle obligation? Eh bien oui, effectivement, il n'y a pas de délai d'adaptation. Vous êtes immédiatement assujetti. Hein, il faut savoir que la loi Pacte avait prévu normalement un mécanisme général, règle des 5 ans au-delà duquel on était assujetti et en deçà de 5 ans, on ne l'était pas, avait une vocation à s'appliquer de manière générale, mais bon, ça c'est toujours les exceptions, les fameuses exceptions en matière de droit social. Là, cette règle de 5 ans ne s'applique pas et donc dès lors que vous avez franchi ce seuil de 11 salariés, vous êtes potentiellement assujetti à cette nouvelle obligation. Alors pourquoi je dis potentiellement? Parce qu'il n'y a pas qu'une condition d'effectif qui joue. Il y a aussi une condition par rapport aux bénéfices réalisés par l'entreprise. Puisque pour être assujetti à cette nouvelle obligation, il faudra avoir réalisé un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Donc, si on se positionne par rapport à le 1er janvier 2025, il faudra donc avoir réalisé ce bénéfice net fiscal d'au moins égal à 1% du chiffre d'affaires sur les exercices 2022, 2023 et 2024. Si en 2023, par exemple, vous n'avez pas atteint ce seuil, eh bien, vous n'êtes pas assujetti à cette nouvelle obligation, puisque il s'agit de 3 exercices consécutifs. Donc voilà, conditions d'effectif, conditions de réalisation d'un bénéfice avec un certain seuil et pendant un certain nombre, pendant 3 ans consécutifs. Et alors, une fois qu'on a déterminé qu'on était concerné par cette nouvelle obligation, ça se traduit par quoi pour les entreprises? Eh bien, la loi prévoit 3 manières pour les entreprises de se soumettre à cette nouvelle obligation. Il y a soit la possibilité, donc au titre de l'exercice 2025, de verser une prime de partage de la valeur, hein. Vous connaissez le principe de cette prime de partage de la valeur qui a été introduite depuis maintenant plusieurs années, avec la possibilité de bénéficier dans certains cas d'exonération sociale et fiscale sur cette prime. Vous avez la possibilité aussi de mettre en place un régime de participation ou d'intéressement, alors que vous n'y êtes pas légalement tenu. Et également, là aussi, vous pouvez abonder à un plan d'épargne salariale ou de retraite entreprise, à condition bien sûr que celui-ci existe en entreprise. Donc voilà, il n'y a pas, la loi laisse quand même une certaine latitude aux entreprises pour déterminer de quelle manière elles vont s'acquitter de cette nouvelle obligation du partage de la valeur. On poursuit avec les actualités DSN, donc déclaration sociale nominative, hein. Vous savez que dans l'activité des gestionnaires paye, ben, c'est un grand pan de l'activité, hein. Pour les gestionnaires paye, il y a vraiment 2 temps forts dans l'activité. Il y a bien sûr l'établissement des payes mensuelles, mais aussi, très important, l'établissement de la déclaration sociale nominative de manière mensuelle et donc ça occupe pas mal de gestionnaires paye avec une norme qui a quand même sa part de complexité, parce que par l'intermédiaire de la DSN, beaucoup d'informations transitent avec une norme quand même assez stricte à respecter. Et chaque année, bah, cette norme, elle évolue. Nous, par exemple, chez 1, 2, 3 Paye, en tant qu'éditeur de paye, ben, on doit effectivement analyser ce cahier technique de la DSN qui change chaque année. Et en général, on a à peu près 250 pages d'informations à assimiler pour voir les impacts, pour adapter la nouvelle norme. Cette année, on est sur des évolutions plutôt calmes, hein. On a connu des évolutions
de la DSN plus importantes, notamment en 2020, enfin 2022-2023, là, avec la DOTH, la mise en place de la CUFPA, hein, pour la taxe d'apprentissage et la formation continue, qui ont été intégrées dans le périmètre de la DSN. Donc on avait des grosses évolutions. Là, cette année, les évolutions, c'est plus de l'adaptation à la législation existante, mais il n'y a pas de révolution dans le traitement de la DSN 2025. On va parler quand même de deux particularités. Euh, D'une part, on va parler de la substitution du SADV au service Topaz. Alors, la plateforme, il a été annoncé effectivement par Net Entreprise que la plateforme Internet Topaz s'arrêtait au 31 décembre 2024. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Topaz, en fait, c'est une plateforme qui permettait aux employeurs de récupérer le Topaz personnalisé pour les nouveaux embauchés afin d'éviter l'application d'un taux neutre. C'était le seul moyen, en fait, effectivement, de récupérer ce Topaz, puisque pour ces salariés récemment embauchés, eh bien, on n'avait pas encore produit une DSN, donc on n'avait pas récupéré en retour de l'administration, suite à l'envoi de la DSN, le taux communiqué par l'administration fiscale. Donc, il a été annoncé que cette plateforme Topaz disparaissait au 31 décembre 2024. Là, dans les premiers jours de janvier, aux dernières nouvelles, c'était toujours une plateforme qui était active, malgré l'annonce qui avait été faite. Bon, je pense qu'il laisse un petit délai encore aux entreprises et aux éditeurs pour s'adapter. Néanmoins, on sait qu'à terme, voilà, cette plateforme, donc à relativement brève échéance, va disparaître. Et bien sûr, si cette plateforme disparaît, c'est parce qu'il y a une solution de substitution qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui s'appelle le signalement DSN amorçage des variables, le SADV, qui est un signalement qui est émis en DSN, tout comme le signalement arrêt de travail ou bien le signalement fin de contrat de travail unique pour signaler les fins de contrat de travail. Donc c'est un nouveau type de signalement et ce signalement donc permet, lorsqu'on émet ce signalement via à Net Entreprise, il permet de récupérer, suite à l'information qui a été donnée, de récupérer l'autopass des salariés récemment embauchés. Deuxième évolution à noter, c'est dans le cadre de la refus de proposition à l'embauche en CDI. Alors là, il faut quand même faire un petit rappel du contexte légal, hein. Il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur de mémoire l'année dernière. Dans cette loi, en fait, il est prévu que à l'issue d'un CDD ou de mission d'intérim, si le salarié a refusé au cours de 12 mois précédents au moins 2 propositions de CDI avec des conditions d'emploi similaires, hein, il faut que ce soit la même rémunération, que le lieu de travail n'ait pas changé, et cetera. Eh bien, il peut se retrouver, dans ce cas-là, s'il a refusé 2 fois, on peut lui refuser, dans ce cas-là, l'allocation d'assurance chômage. L'employeur, maintenant, a l'obligation, quand il fait cette proposition d'embauche en CDI, de le formaliser par écrit avant le terme du contrat. Donc, deux conditions, formalisation par écrit et proposition avant le terme du contrat. Euh, Pourquoi cette obligation maintenant? Justement, c'est pour que effectivement on puisse vérifier, que France Travail puisse vérifier que matériellement, effectivement, il y a eu des propositions d'embauche en CDI qui ont été faites. Alors, qui dit nouvelles conditions, dit aussi nouvelles informations qui doivent être faites par les salariés, parce que sinon, France Travail, ex-Pôle emploi, ne va pas pouvoir savoir si effectivement, à l'issue d'un CDD, une proposition de CDI a été faite, hein. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation pour un employeur de faire une proposition de CDI à l'issue d'un CDD, mais s'il l'a faite, il faut maintenant qu'il en informe France Travail pour pour que France Travail puisse ensuite vérifier si le salarié doit être privé ou pas de ses allocations d'assurance chômage en raison des refus. Euh, Conséquence, eh bien, en DSN, maintenant, on a une nouvelle rubrique à renseigner. Donc, la rubrique S21G0062021. Donc, cette rubrique, elle doit être obligatoirement renseignée si l'employeur a fait une proposition de CDI. Et cette information donc, que vous renseignez sera reprise à la fois dans la DSN mensuelle et dans le signalement FCTU.
C'est pas la seule obligation, hein, c'est une obligation qui s'ajoute à une obligation déjà existante puisque d'ores et déjà, depuis la mise en place de cette loi, vous avez aussi l'obligation d'aller signaler, sur un portail, internet dédié, à ça, le fait que votre salarié a refusé une proposition de CDI. Donc il y a 2 formalités, à accomplir dans ce domaine-là, à la fois en DSN et hors DSN pour, heu répondre aux obligations fixées par cette nouvelle loi. Voilà pour principalement pour les grosses évolutions de la DSN et puis on va terminer donc ce webinaire par les autres actualités paye. Je vais surtout parler alors je vois que le temps passe, rapidement, on va voir si je vais pouvoir, tout décliner, sinon vous aurez effectivement le support à votre disposition. On va parler en premier lieu surtout de la fin de la tolérance, week-end IJSS. Alors, qu'est-ce que c'est que cette, fameuse tolérance? On va d'abord effectivement expliquer en quoi ça consistait. Eh bien, il faut savoir que s'il y avait une prolongation, d'arrêt maladie, après un arrêt initial et qu'elle ne suivait pas immédiatement un arrêt, précédent, eh bien, l'assurance maladie quand même considérait que les jours, d'interruption entre, l'arrêt initial et le moment où, le médecin avait établi l'arrêt de prolongation, eh bien, ils étaient comblés par des IJSS, quand bien même effectivement il y avait un trou, de jours entre, la fin de l'arrêt initial et le début de la prolongation. Donc les règles, c'était, que, il y avait ce comblement par des IJSS pour les jours d'intervalle si la période non prescrite comptait soit un jour, férié ou non férié, ou bien 2 jours dans le cas d'un week-end, ou bien 2 jours quand c'était à la fois un jour de week-end plus un jour férié ou non, 2 jours également en cas de un jour férié et un autre jour non férié, ou 3 jours en cas de 2 jours de week-end et un jour férié ou non. Pourquoi une telle règle? Parce qu'effectivement, ben, quand, il y a des jours, comme ça, notamment des jours fériés, des jours de week-end, ben, le médecin, n'est pas forcément, disponible, pour faire ses arrêts de prolongation et donc, c'est pour ça que cette tolérance, existait et dans ce domaine-là. Ça, c'est fini. On a une communication, enfin de la CPM qui n'a pas été, très, très quand même très, très officielle, mais effectivement, on sait que depuis le 1er septembre 2024, l'assurance maladie n'applique plus les règles de la même manière. On attend vraiment une communication officielle de la CPM qui nous donnerait, des précisions, dans ce domaine parce qu'effectivement pour les gestionnaires paye, bah, c'est très important, on n'attend pas forcément quand on est gestionnaire paye de recevoir, des IJSS versés par la sécurité sociale pour les appliquer en paye donc il est important, bah, de connaître les règles objectives qui vont permettre à un gestionnaire paye de calculer et aux éditeurs aussi de logiciels de calculer les IJSS selon la situation. Alors il y a quand même des consignes officieuses qui ont été publiées sur le forum du site Amélie. Bon, hein, c'est bien officieux parce que c'est juste, des réponses à des questions. Heu, avec des règles. Je ne vais pas vous donner, les détails, vous les voyez ici sur la slide. Les règles vont effectivement être, différentes selon la nature, enfin selon le type d'interruption et la durée de l'interruption. Mais vraiment, on est en attente, d'informations à ce titre-là, parce que c'est quand même, périlleux de s'appliquer sur, juste des réponses, à une question posée sur un forum, hein. Donc voilà, on attendait vraiment des évolutions et des confirmations de ce point de vue-là. Dans les autres, nouveautés paye, on peut parler aussi la fin de l'exonération des pourboires. On avait une mesure qui avait été mise en place à titre temporaire, expérimental. Finalement, bah, le législateur n'a pas décidé de prolonger, l'expérience, sauf si quelque chose se décide en cours d'année 2025, mais pour l'instant, ces exonérations sur les pourboires, notamment dans le secteur du HCR, ne sont plus, applicables. On a eu une précision, du bulletin officiel de la sécurité sociale aussi sur le forfait de mobilité durable en cas de covoiturage. Une question qui pouvait
se poser dans ce cas, c'est, si dans le cadre du covoiturage, je me déplace, avec mon épouse, mes enfants, parce qu'eux aussi, doivent se rendre sur leur lieu de travail et que je covoiture avec eux, est-ce que, je peux quand même bénéficier de l'indemnisation de forfait, mobilité durable? Alors oui, effectivement, le boss a confirmé que quand bien même on appartenait à la même famille, ça ne faisait pas obstacle, à l'attribution d'un forfait de mobilité durable. Autre point, les activités sportives financées par les entreprises, hein, dans le cadre de vous savez, il y a quand même une tendance, actuellement pour les entreprises à améliorer la qualité de vie au travail et notamment de prendre en charge différentes, prestations. Et notamment, un l'employeur peut aussi financer des activités physiques et sportives, lorsqu'ils sont proposés à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc là, on a quand même eu une précision, hein, c'est fixé dans la limite de 5 du plafond mensuel de la sécurité sociale par an et par salarié bénéficiaire. Si jamais il y a un dépassement de ce plafond, d'exclusion d'assiette, eh bien ce qui a été précisé, c'est que le montant de l'avantage, qui va dépasser ce plafond, sera réparti, en tant qu'avantage en nature entre les salariés bénéficiaires. Et à ce titre-là, il a aussi été précisé dans le cadre de ce deuxième rescrit, que les intérimaires, doivent non seulement aussi bénéficier des activités sportives et seront le cas échéant pris en compte dans l'effectif pour calculer, cette limite de 5 du plafond mensuel de la sécurité sociale. Un petit point aussi sur les aides à l'apprentissage, hein. On avait, ces dernières années des aides à l'apprentissage qui étaient, très généreuses pour les employeurs, ce qui a produit des effets, hein, parce qu'on a eu beaucoup d'embauches d'apprentis et a contribué aussi à réduire, quand même le taux de chômage, des jeunes. Là, malgré tout, avec les contraintes, budgétaires, les aides, vont être prolongées, au-delà du 31 décembre 2024, mais avec des montants qui sont, revus à la baisse. Là aussi, à ma connaissance, on a eu des annonces, mais pas encore, l'information, vraiment officielle, sur ce plan. Voilà, on a parcouru donc l'ensemble des points d'actualité. Vous voyez, c'était quand même, dense, même en l'absence de loi de financement de sécurité sociale. Donc je suis maintenant, pour, quelques instants disponible éventuellement si vous avez des questions. Je vais rester, à votre écoute, un instant. S'il y a pas de questions, eh bien je clôturerai ce webinaire. Heu, donc voilà, j'espère que ce webinaire vous aura plu et puis, pour l'instant, je ne vois pas de questions, s'afficher et on avait, fixé un temps imparti jusqu'à 15h30, donc on a bien tenu, le timing pour ce webinaire. Eh bien, s'il y a pas de questions, je vais clôturer ce webinaire. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne période de paye de janvier 2025 et puis, je vous dis, à une prochaine fois pour un prochain, webinaire Webikeo. Bonne journée, au revoir.